Je continue à croire, et je ne suis pas tout seul là-dedans, à l'Union paysanne, que le monopole de l'UPA, le bris du monopole de l'UPA, est la porte d'entrée pour les changements. Et c'est un passage obligé pour un changement. Sinon, ça reste des vœux pieux. Aujourd'hui à l'émission, on parle d'un sujet que nous ne pouvions ignorer, étant donné qu'il est au cœur de l'organisation de notre agriculture. En effet, il s'agit du monopole syndical que détient l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, et de la place qu'occupe l'UPA au Québec. Comment et pourquoi ce monopole, Roméo? C'est une loi du gouvernement du Québec, la loi sur les producteurs agricoles, adoptée en 1972, qui a statué qu'il n'y aurait au Québec qu'une seule association accréditée pour représenter tous les agriculteurs, à savoir l'association qui regroupe la majorité d'entre eux. C'est l'Union des producteurs agricoles, l'ancienne Union catholique des cultivateurs, l'UCC, qui a été accréditée et a obtenu par référendum le droit d'exiger une cotisation à tous les agriculteurs, qu'ils soient membres ou non de l'UPA. Le principal motif de l'UCC pour réclamer à l'époque ce monopole était sa volonté de contrôler seule et entièrement la production et la mise en marché collective de nos produits alimentaires face aux grands acteurs du marché national et international. Les agriculteurs sont toutefois libres de s'associer s'ils le désirent, comme l'ont fait l'Union paysanne et le Conseil des exploitants agricoles, par exemple, mais ils ne sont pas des interlocuteurs accrédités auprès du gouvernement et n'ont donc pas droit au chapitre. Ce régime de syndicat unique et obligatoire est unique au monde, et il n'est pas sans surprendre les profanes et les jeunes agriculteurs qui débutent souvent. Le cas du jeune producteur en serre, Martin Plourde, est très éloquent. Ce mode de vie-là, puis tout ce mode de production-là, paysan, de proximité, puis au service de la communauté, c'est devenu ton métier, mais tu en as fait un peu aussi ta cause. C'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup de défendre, de montrer comment on pourrait développer ça. Peux-tu nous parler un peu de ça, ce côté-là militant en faveur de l'agriculture de proximité, de la paysannerie? De prime abord, je pensais pas nécessairement faire une cause. Je représentais surtout mon petit projet. C'est-à-dire que quand j'ai reçu la première facture de l'UPA, alors que bon, j'avais déjà mes factures de remorques, de réparation de scie, l'achat des fluos, tout ça, je reçois la facture de l'UPA, puis je me suis posé la question, mais j'ai rien demandé. Donc, je les ai rappelés pour leur dire non, merci, ça ne m'intéresse pas. Mais ils m'ont dit, monsieur, c'est la loi. Je trouvais ça spécial parce que c'était une personne de la MAPAC qui m'a dit ça. C'est monsieur, c'est la loi. J'ai dit, vous êtes le gouvernement, vous faites appliquer la loi, mais pour un syndicat qui est privé, comment ça fonctionne? Là j'étais complètement perdu. J'ai dit, mais il faut que je me renseigne parce que il est hors de question, parce que c'est un montant qui est quand même conséquent, là, quand on commence, plusieurs centaines de dollars. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait des appels justement à mon bureau régional de l'UPA. Je connais des gens, justement. C'est une petite ville quand même ici, Rimouski, un petit milieu, donc on se connaît. J'ai parlé à un, parlé à l'autre, puis je disais, moi, ça ne m'intéresse pas de cotiser pour des gens qui travaillent un peu contre mes intérêts. C'est-à-dire que nous, on est tout petits ici, on vise de produire de façon biologique à terme. Et puis, on veut écouler nos produits dans un rayon de 30 km. Alors que l'UPA, quand ils m'ont envoyé leur premier journal, leurs objectifs pour l'année, c'était le libre-échange à outrance. Il y avait des pleines pages de publicité pour des épandeurs de pesticides. Et puis là, je me dis, mais c'est complètement un non-sens. Ils ne peuvent pas représenter et les intérêts de ces gens-là et les miens.
J'ai posé des questions jusqu'à me rendre au bureau à Longueuil. Et chaque fois que j'arrivais au terme de l'argumentaire, je disais, bon, ben prêtez-moi votre superviseur. Et puis je me suis rendu à l'économiste, M. Ross, avec qui j'ai eu un bon échange. Du moment que les civilités sont revenues, parce qu'il a été un peu impoli au départ, il pensait qu'il... Je ne sais pas à quoi il pensait, mais bon, on n'a pas élevé les cochons ensemble, comme on dit. Donc, on a eu une très bonne discussion, justement, documentée, factuelle et tout ça. Puis, même chose, je me suis rendu à terme en disant, mais bon, vous n'avez pas d'argument pour me convaincre, donc prêtez-moi votre... Là, c'était M. Groslot, son collègue, son président. Le président. Ouais, qui m'a rappelé, donc au mois d'août dernier. Encore là, excellente discussion avec M. Groslot, qui est un agriculteur aussi, qui en connaît long sur le sujet. Très courtois, on a bien discuté. Puis, je l'ai invité, au terme de la discussion, à venir à Rimouski, à son prochain passage, pour qu'on en discute en public. Il a accepté, à condition que ce ne soit pas un débat. Il a dit, je veux que ce soit une discussion. Bien, j'ai dit, devant un public, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit, parfait, je vous relance en temps et lieu. Donc, on était au mois d'août. Je l'ai relancé à l'automne. Pas de réponse. C'est pourquoi j'ai écrit un texte que j'ai publié dans le Mouton Noir. Et puis, ça a fait écho. Ça a fait écho jusque dans son bureau parce que... C'est quoi ton argumentation? Ce que j'ai dit, c'est que j'étais prêt à payer ma cotisation dans la mesure où M. Groslot arriverait à me convaincre du questionnement que j'avais. OK. Donc, j'ai structuré ça en 7 points. Je n'ai pas les points devant les yeux, mais grosso modo, c'était au niveau justement, les objectifs du syndicat. Ils ne s'en cachent pas pour dire que eux, les traités de libre-échange, c'est une priorité. Forcément, l'utilisation des pesticides, OGM et autres. Le financement, parce que nous, on a cherché du financement beaucoup auprès de la financière. Ça a été un échec. Il y a toute une liste de préoccupations comme ça qui mériteraient d'être exposées au grand public. Parce que moi, avant d'être dans le domaine, j'étais au courant de certaines choses. Mais donc, un projet, si petit soit-il, mérite d'être soutenu par le grand public. Ne serait-ce que par l'accès à des informations de qualité, peut-être. Ce monopole a permis à l'UPA d'exercer un contrôle absolu sur les plans conjoints de mise en marché collective des produits agricoles d'une valeur de plus de 6 milliards par année. Elle lui permet aussi d'exercer une influence considérable sur les politiques et les institutions agricoles comme la financière agricole, la Régie des marchés agricoles, la Commission de protection du territoire agricole et l'ensemble du ministère de l'Agriculture et des ministères et municipalités ayant affaire à l'agriculture, à tel point que les politiciens doivent consulter l'UPA et y penser 2 fois avant de contrarier l'UPA. Pour eux, si on scinde le syndicat ou qu'on en fasse 2 ou 3, pour eux, c'est une perte de pouvoir. C'est aussi simple que ça. Regardez là, les plans conjoints et tout ça. Là, Ben oui, c'est ça. Le mot pouvoir revient très, très, très souvent. Et puis, pour eux, ils ont du pouvoir avec ça, puis ils ne veulent pas le laisser aller. Ce pouvoir-là, ils l'ont exercé par rapport au gouvernement, qui respecte ça. Ces gens-là ont le pouvoir en agriculture. Et puis, les différents partis politiques hésitent à affronter ce pouvoir. Les gens qui se sont présentés devant la commission ont été très clairs. Pour eux, le vrai pouvoir en agriculture, ce n'était pas le gouvernement du Québec qui l'exerçait. Si vous voulez changer des choses, il n'y a pas un grand discours à faire, là. On est bloqué. Bien, on est bloqué, oui. Puis d'ailleurs, j'ai déjà raconté ça. On a essayé de toutes sortes de façons d'envisager des stratégies qui nous amèneraient à
installer au Québec l'agriculture qu'on mérite, l'agriculture qu'on souhaite avoir, le projet d'agriculture qui est important pour nous. Et puis, ça marchait jamais. Et la seule façon qu'on a trouvée pour faire avancer cette bonne cause-là, ça a été de dire, ben, on va faire un minimum de 2 syndicats ou plus pour que les enjeux puissent être débattus, que les citoyens peuvent y prendre part, puissent y prendre part. Et puis, la seule façon qu'on voyait, qui était pratique dans le fond, c'est de remettre en question le monopole syndical. Parce que votre recommandation est quand même, ça, il y en a peut-être beaucoup qui n'ont pas compris ça, elle est quand même très modérée. Elle ne donne pas la liberté d'adhérer à un syndicat ou non. Non. Elle oblige, comme dans la construction, tous les agriculteurs à choisir un syndicat et à cotiser à un syndicat. Tout à fait. Mais elle demande qu'ils aient le choix entre plusieurs syndicats Oui. représentatifs accrédités. Et pouvoir changer aussi de syndicat C'est après ça. quelques années à Mais savoir si on est C'est un peu le satisfait. modèle de la construction. tu sais. Oui, tout à fait. C'est C'est un modèle qui est aussi qu'on peut observer ailleurs. Tous reconnaissent que l'UPA a beaucoup contribué à la défense des agriculteurs face aux multinationales, face au gouvernement, mais elle a du même coup favorisé un modèle unique en agriculture et une pensée unique qui freine souvent dans plusieurs domaines l'évolution et surtout la diversification de notre agriculture. Le rapport Pronovo avait recommandé de réintroduire la possibilité pour les agriculteurs de choisir le syndicat auquel ils désirent adhérer et cotiser, lors d'un vote à tous les 4 ans. Mais cette recommandation, la fameuse recommandation 47, a provoqué l'opposition systématique de l'UPA au rapport et a empêché finalement les gouvernements d'agir dans ce dossier. C'est des gens là, qui disent il faut que je puisse avoir le pouvoir nécessaire pour imposer les choses qui m'apportent plus d'argent, me causent moins de problèmes. Ceux qui réclament davantage le pluralisme syndical actuellement, c'est bien sûr ceux qui s'orientent vers une nouvelle forme d'agriculture, vers les nouveaux paysans que j'appelle. Alors ces gens-là, c'est sûr que pour eux, ça représente une possibilité plus grande d'avoir un mot, d'avoir une voix au chapitre, si on veut. Actuellement, la stratégie de l'UPA est de dire, et de le dire dans de la publicité même, qu'il s'occupe du bio, qu'il s'occupe des jeunes qui veulent faire de l'agriculture de proximité, qui sont prêts à leur donner toute l'attention qu'il faut. Je pense qu'ils le font jusqu'à un certain point. Mais le problème, c'est les lois agricoles qui ne changent pas. Comme on a dit tout à l'heure, on a parlé du financement, on a parlé du zonage, on a parlé de la gestion de l'offre, des quotas. Ça ne bouge pas. Et tant que ça ne bougera pas, on peut dire que la vie va être difficile pour les nouveaux paysans. Le pouvoir, il est là. Il est dans les lois, les règlements. C'est comme ça qu'il s'exerce. Le débat demeure ouvert, ou plutôt bloqué. L'UPA ayant refusé de participer à nos émissions, nous ne pouvons faire part de leur argumentation en faveur du maintien de leur monopole. Mais nous vous faisons part ici des opinions recueillies dans les entrevues auprès de ceux qui réclament d'avoir droit au chapitre, à commencer bien sûr par l'Union paysanne qui, depuis sa fondation en 2001, réclame l'accréditation et la fin du monopole syndical. Spécifiquement sur la question du monopole, il y a comme une difficulté à engager le débat sur cette question-là. On dirait que tout le monde a peur de l'engager
ou refuse de l'engager. Est-ce que l'Union paysanne est encore solidement déterminée à remettre en question le monopole? Absolument. Je dirais, au départ, la première partie de la question, je dirais qu'il y a deux groupes de pensée. Il y a d'abord ceux qui ne sont pas au courant qu'il y a un monopole. Okay? Puis pourtant, des gens qui sont dans le milieu, qui ne réalisent pas « Ah ouais, il y a un monopole au Québec? » OK. Bon. D'accord. Ensuite, il y a le groupe, effectivement, qui est au courant, mais qui ne veut pas s'en mêler par peur de divergence d'opinion ou quoi que ce soit. Bon, bref. Je continue à croire, et je ne suis pas tout seul là-dedans, à l'Union paysanne, que le monopole de l'UPA, le bris du monopole de l'UPA, est la porte d'entrée pour les changements. Si on veut faire changer le mode de financement de l'agriculture, il faut faire en sorte qu'il y ait un autre discours aussi qui soit acheminé auprès du gouvernement. Si on veut changer la CPTAQ, le mandat et les objectifs de la CPTAQ, qui, à mon sens, font complètement erreur quand ils continuent à gérer l'homogénéité du territoire, c'est le premier critère, alors que ce qu'on veut, c'est la diversification du territoire. Fait que la CPTAQ a un objectif qui est diamétralement opposé à celui de la société civile. Mais pour remettre ça en question, il va falloir qu'il y ait un autre discours que celui de l'UPA. Si on veut revoir la position du bio, bien, il va falloir qu'il y ait une autre position. Fait que le bris du monopole de l'UPA est la porte d'entrée et c'est un passage obligé pour un changement. Sinon, ça reste des vœux pieux. On va avoir un paquet de belles petites initiatives, isolées ou pas. Publicité sur les produits du terroir, table champêtre en zone blanche ici, puis un petit marché public là. Un petit festival. Un petit festival, un petit ci, un petit ça. marché, C'est tout à fait correct, c'est beau, c'est le fun, mais c'est pas suffisant. Ces dernières années, 2 organisations indépendantes ont été créées pour tenter de permettre un véritable débat public sur les problèmes agricoles, y compris le monopole de l'UPA. Un médium d'information, La Vie agricole, et un institut de recherche, l'Institut Jean Garon. C'est un journal papier qu'on avait fait évoluer de 6 à 12 numéros, qui est devenu un journal aussi Internet, lavieagricole.com, il y a déjà quelques années. Et on élargit l'écosystème parce que depuis quelques mois, on a créé lvatv.ca, qui se trouvait être une téléweb, la seule téléweb agricole au Québec, où on a décidé qu'on allait continuer la mission, qui est notre mission de parler des enjeux agricoles, agroalimentaires, sur le plan politique et économique. Plus, je pense, on donne de la visibilité à du monde dans le milieu agricole qui cherchait une voie d'expression et qui n'en avait pas. C'est vraiment un noyau de libre expression. Complètement. Actuellement, tout le réseau. Complètement. Il y a des gens à l'UPA, je pense, qui ont organisé les choses pour que toute personne à la direction de l'UPA n'ait pas le goût de parler à l'UPA. Puis il y a quelqu'un qui me dit souvent dans mon entourage, l'UPA, c'est pas monolithique. Il y a plein de gens qui voudraient te parler, mais bon, c'est très compliqué, semble-t-il, à comprendre. Mais nous, ce qu'on a simplement fait, on a écrit plusieurs fois au développement des affaires juridiques de l'UPA, je pense que Patrice Junot, en disant qu'on était prêt, en fait, à ce qu'il y ait des messages de Marcel Grelot, de gens de l'UPA qui s'expriment. On a des chroniqueurs, donc on a déjà offert des espaces, en fait. Ça a toujours été refusé. Bon, on ne peut pas obliger... Avec explication? Non. Non, pas d'explication, mais refusé. Ils veulent pas communiquer dans notre journal. On essaie de faire un équilibre des choses, mais il reste que oui, on se trouve un peu catalogué dans une espèce de journal dissident qui est contre ceci, qui est contre cela. Le cœur du journal sont les chroniqueurs tous les mois qui s'expriment, puis ce sont les producteurs qui s'expriment. Ouais. Donc on reçoit des lettres d'opinion, on reçoit des appels de producteurs qui nous disent j'ai une histoire à raconter, faut que je vous raconte ça, je suis pas d'accord, je suis pas ci, je suis pas ça. Ce sont des histoires en fait. Et ce qu'on fait maintenant, c'est que, ayant la caméra, ayant LVA TV, ça nous permet de plus en plus d'aller vers ces producteurs. Et je pense que l'UPA ne mesure pas ne mesure peut-être pas la force qu'ils ont, parce que, comme le disait, c'est Françoise David qu'on avait interviewé il y a 2 ans, je pense de mémoire, qui disait qu'elle s'est dit très très en faveur du pluralisme syndical, c'était clair dans sa tête, et elle ne voyait pas ça comme une menace pour l'UPA. Elle disait non, l'UPA, ça va représenter la grande majorité des producteurs, même après la fin du monopole, sauf qu'une portion, comme ça se passe ailleurs dans le monde, une portion de gens qui ont une vision différente vont aller vers l'Union paysanne, comme en France, les gens vont vers la Confédération paysanne, d'autres vont aller vers le CEA, comme d'autres vont vers la coordination rurale en France. Si on prend d'autres modèles ailleurs dans le monde, et puis même pas dans le monde, il suffit de prendre des modèles dans d'autres provinces au Canada, c'est comme ça que ça marche. C'est qu'il y a un syndicat fort, qui n'est pas unique, mais qui est fort,
qui en général a plus l'écoute du gouvernement que les autres, mais ça fait en sorte que les autres ont quand même une réalité, une existence, donc un peu de moyens financiers et donc un peu de moyens pour se développer. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça dont l'UPA a le plus peur. Quand on regarde l'évolution en France des syndicats, la FNSEA du temps de son monopole, quand ils ont quitté le monopole, elle était très, 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 très forte. En termes de pourcentage, de mémoire, je pense que le pluralisme est arrivé, ils étaient près à 80%. Il faudrait regarder, mais 2017-2018, la FNSEA, ça doit être autour de 60%, la représentation syndicale de la FNSEA. Donc c'est sûr que ce que l'un perd, l'autre le gruge, ça c'est sûr. Mais c'est ça dans la vie, dans la vie politique, c'est ça aussi. Là. Mais dans l'agriculture, c'est un sujet vraiment important pour les agriculteurs, je pense, qui est lui figé, parce que c'est figé par une loi. Donc la liberté d'expression, elle est difficile. Par contre, la loi de la liberté de presse est la même pour tout le monde. On a le droit de parler. Donc nous, le message qu'on dit souvent aux agriculteurs quand ils viennent nous voir, oui, vous avez le droit de parler. J'ai un certain respect pour l'UPA, elle rend des services, elle a son rôle à jouer. Mais elle fait partie des institutions qui devraient évoluer. Pour tout vous dire, lorsque on a créé l'Institut, on a eu une rencontre et le message a été simple de l'UPA à l'endroit des Sujean-Garon. Si vous voulez qu'on s'entende bien, ne parlez pas du monopole syndical. Alors, c'était ça le message. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était pas très en faveur de la liberté d'expression. Je pense que on peut être d'accord ou pas d'accord, mais qu'il y ait un débat sur le modèle syndical au Québec, c'est très sain. Et si le message de la grande institution qui est l'UPA, c'est interdiction d'en parler, puis si vous en parlez, vous allez en subir les conséquences, bien, je pense que ça fait partie du portrait qu'il faut qu'il change. Il y a des gestes courageux qui doivent être posés par le gouvernement, par un gouvernement qui doit reprendre le leadership, qu'il doit assumer en agriculture, qu'il a laissé aller au fil des ans. Dans le temps de M. Garon, on avait un ministère de l'Agriculture fort, un syndicat agricole fort. Alors, ça faisait quelque chose de dynamique. Ouais. Là, on a une structure syndicale agricole super puissante et un ministère qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors, il y a un déséquilibre. Je pense qu'il y a une lecture erronée de la situation. Je pense que l'ensemble du monde politique surestime la puissance de l'UPA. Je pense que l'UPA est très puissante. Encore une fois, je ne veux pas la dénigrer. C'est une organisation, par la force des choses, elle a occupé un peu le vide laissé par le MAPAC. Le MAPAC a abandonné ses bureaux en région, a abandonné beaucoup de son expertise. Alors le vide appelé a fait qu'il y a des gens qui ont pris la place. Le pluralisme dans une société, c'est pas un mal, c'est pas un défaut, c'est une source de démocratie. Et ça devrait pouvoir s'appliquer à tous les domaines de notre société. Nous, comme institut, comme organisme, on va militer pour qu'il y ait des débats et avec un débat dont le grand objectif serait la fin de certains statu quo, la remise en question des statu quo. Si au départ, il ne faut pas parler de tel ou tel sujet, bien, je pense que c'est pas ça. Oui, tout à fait. Plusieurs agriculteurs ont tenté par le passé de contester devant les tribunaux ce monopole syndical, dont le cas le plus célèbre, Maurice Lapalme, et son regroupement des producteurs agricoles. Mais toutes les démarches se sont terminées par des défaites, parce que la loi ne contredit pas le droit d'association, mais le droit à l'accréditation de plusieurs syndicats, ce qui a été jugé acceptable et même souhaitable dans le cas des agriculteurs par plusieurs jugements de cour, notamment le jugement dans l'affaire Maurice Lapalme. L'Union paysanne demeure le seul syndicat parallèle qui a su imposer dans le grand public le débat sur ce monopole de l'UPA et sur sa vision de l'agriculture. Maxime Laplante, le président actuel de l'Union paysanne, nous l'explique. On s'est promené partout en province. Dès qu'il y avait des gens de l'UPA, c'était des insultes, c'était de l'intimidation, c'était du n'importe quoi. Et on a tenu notre bout. Et on a fait mettre en place la commission Pronovo, même si au départ, on avait demandé des états généraux sur l'agriculture, puis finalement, c'est une commission qui a été mise en chantier. Mais ça a eu pour effet d'ouvrir un micro et de démystifier le fait que maintenant, tout le monde avait le droit de parler d'agriculture sans se faire ostraciser, intimider ou quoi que ce soit.
Et je pense que l'émergence de tous ces groupes-là aurait été nettement plus difficile si ce boulot-là n'avait pas été fait au départ. Fait que j'ose imaginer qu'il y a un effet bénéfique de l'Union paysanne pour l'émergence de ça, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Finalement, est-ce que l'Union paysanne demeure quand même le seul contre-discours, contre-pouvoir? Malheureusement, c'est encore largement le cas. C'est un peu... c'est très dommage. Le gouvernement actuel s'est engagé à ne pas toucher au monopole. Le ministre Lamontagne a plutôt pour tenter de convaincre l'UPA de bien représenter tous les agriculteurs. J'ai des conversations très ouvertes avec les... D'ailleurs, je suis obligé de travailler avec eux, on s'entend, c'est des partenaires. C'est normal. Mais j'ai des conversations très ouvertes avec eux. Puis une des premières conversations que j'ai eues avec eux, moi, c'est de leur expliquer... Tu sais, moi, la question du monopole, pas monopole, ça, moi, comme je vous ai expliqué, je ne suis pas là. La seule chose, par contre, c'est quand on se voit investi d'un monopole, parce que c'est un grand privilège, à un moment donné, là, qu'un gouvernement a passé une loi, puis il a dit à une association, c'est toi qu'on donne la responsabilité de t'occuper de tout ce qui s'appelle l'agricole au Québec. C'est quand même considérable. Fait qu'avec ce privilège-là, il y a des responsabilités. Puis les responsabilités font en sorte qu'on a un devoir de faire en sorte que tous nos agriculteurs Soient bien représentés. Au-delà de la représentation, soient bien accompagnés. Oui, soient bien accompagnés. Si on me dit, écoute, non, je ne veux pas présumer de rien, là, mais c'est ça, le message, moi, ma compréhension, là, puis c'est certainement des choses c'est un discours que je vais tenir pendant tout le temps que je vais être ministre de l'Agriculture, c'est que on a une organisation qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup de compétences, qui est présente partout sur le territoire du Québec. Bien, sa responsabilité qui vient avec le privilège dont elle a été investie, bien, c'est de prendre soin de tous ces agriculteurs. Fait que moi, je me dis que c'est ça. Fait que là, je vais travailler comme ministre, puis je vais voir comment ça se vérifie sur le terrain, puis comment... mais je peux pas présumer de rien, là, mais à la base, là, moi, je dis que c'est comme ça que ça devrait fonctionner, là. Dans la 12e et dernière émission, de quoi parlerons-nous, Roméo? Nous allons nous demander, en concluant, s'il est possible d'envisager une transition vers une agriculture écologique et tournée vers nos communautés.